Alors, maman, je voulais commencer par te poser la question de la transmission, puisque tu es toi aussi, d'une certaine manière, une serial entrepreneuse, même si Raise est ta première entreprise que tu as fondée. J'ai 8 frères et sœurs, nous sommes donc une famille de 9 enfants, et j'ai toujours entendu ma mère dire qu'elle était aussi à la tête d'une PME familiale. Tu as toujours été une capitaine d'équipe, une capitaine de navire dans ta vie personnelle et puis dans ta vie professionnelle. Et donc je voulais te demander ce que voulait dire pour toi la transmission dans ta vie personnelle, familiale, dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Est-ce que tu cherches à transmettre quelque chose d'abord? C'est une question difficile. Peut-être il y a une chose que je ne cherche pas à transmettre, mais que je porte, c'est une certaine dose d'inconscience. Parce que de venir parler après tous ces témoignages absolument exceptionnels, il faut la force de conviction d'Emmanuel pour venir témoigner devant vous. J'ai jamais été obsédée par la transmission, mais j'ai été obsédée par une chose que j'ai découverte à ta naissance et surtout à la naissance de Bérénice. Parce qu'à ta naissance, j'ai découvert l'amour illimité, et à la naissance de ta petite sœur, enfin la deuxième, j'ai découvert la multiplication de l'amour. Et au fond, ce que moi j'ai cherché à transmettre, c'est l'amour inconditionnel. C'est cette idée que la vie, elle te donne cette capacité dans tous les domaines, hein, pas simplement le domaine de la famille, mais de cet amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, il est d'abord pour soi-même, ensuite pour les autres, et il est pour le monde, pour la planète, et dans ce en quoi on agit au quotidien. Et finalement, dans tous les témoignages qu'on a vus aujourd'hui, qu'on a entendus aujourd'hui, on a parlé de courage, on a parlé de la force morale, on a parlé du sens, on a parlé de l'engagement, on a parlé de tous ces mots qui sont extrêmement forts, on a évoqué des moments qui cristallise cela. Mais derrière tout ça, il y a cet amour, l'amour de la vie, on l'a vu avec le témoignage bouleversant tout à l'heure, cet amour de la vie qui est sans doute ce qui fait que ça rend tout possible. Et moi, en tant qu'entrepreneuse, je vous entends, vous, les militaires, vous êtes ici pour affronter le risque, jusqu'au risque ultime, celui de la mort. Nous, en tant qu'entrepreneurs ou entrepreneuses, nous sommes là pour ouvrir les possibles, pour inventer le possible, pour créer d'autres possibles. Moi, ma façon de transmettre, c'est d'ailleurs ce que j'ai souvent répété aux enfants, et c'est que, en fait, tout est possible. Après, il y a 2 choses qui sont essentielles dans ce que j'ai essayé de vous transmettre. La première, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime, mais il faut le faire beaucoup, il faut le faire bien. Et le deuxième, c'est l'humilité. Et parce que notre génération est la première génération dans l'histoire qui sait moins que ses enfants, qui sait moins, qui comprend moins le monde de demain que nos enfants. Et donc, quand on discute avec mes collaborateurs en famille, j'ai ce sentiment d'être celle qui, par la position, a peut-être le pouvoir d'agir, mais pas forcément le pouvoir de savoir et de comprendre. Et donc, je pose énormément de questions. Et peut-être que toi, là-dessus, tu peux aussi témoigner de ce sentiment que notre génération ne comprend pas toujours les vrais enjeux d'aujourd'hui. Je pense que ça touche à une question qui est intéressante qu'on a évoquée quand on a préparé cette intervention, qui est celle du dialogue et de l'écoute. C'est vrai que ton rapport à la transmission, bon, j'ai un point de vue très intime là-dessus, mais je l'ai toujours trouvé à double sens, c'est-à-dire que tu as cette tendance, mais je le vois aussi dans ton travail, à parfois partir du principe que parce que quelqu'un est plus jeune que toi, il sait mieux que toi. En tout cas, il y a des choses qu'il sait mieux que toi. Peut-être pas tout, évidemment, mais il y a des choses qu'il sait mieux que toi parce qu'il est plus jeune. Et dans le rapport qu'on a avec la génération qui nous précède, je pense qu'un des défis, alors de l'intergénérationnalité, mais aussi du dialogue, du fait de continuer de faire société, de continuer de faire face ensemble aux menaces. On a évoqué certaines menaces au port de l'Europe, par exemple. Il y a quand même un élément qui, pour moi, est fondamental et qui nous fait défaut parfois, c'est celui du dialogue, c'est celui de l'échange, de la capacité à s'écouter avec nuance. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus parce qu'on a aussi beaucoup parlé d'engagement. Et dans ce que tu dis de
ton travail et de ta vie, l'engagement est en filigrane toujours. Et on a souvent l'impression que l'engagement doit être quelque chose de radical, doit être quelque chose de droit dans ses bottes, de solide, de ferme, qui ne dévie pas. Et j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de la nuance dans l'engagement et de la radicalité. Quel est l'équilibre pour toi ? La première nuance dans l'engagement, c'est de savoir que on est souvent bourré de certitudes et les certitudes sont forcément fausses. Et que d'avoir des convictions, d'être engagé ne veut pas dire avoir la certitude d'avoir raison. Et au contraire, la raison est sans doute le premier piège qui fait qu'on va prendre des décisions qui sont des décisions en fonction de ce que l'on sait, ce que l'on croit connaître, et non pas en fonction d'un regard plus large. Je dis souvent que la meilleure façon de bien décider, c'est de ne pas se mettre d'arriver dans toutes les situations à ne pas se mettre soi-même dans l'équation. D'abord parce que sinon on réagit avec sa peur personnelle, mais surtout cela empêche de voir la réalité telle qu'elle est, puisque on reste au centre de la décision. Et puis l'engagement, c'est aussi rompre avec ses préjugés, c'est rompre avec l'idée qu'il y a avec le formatage. Alors je le dis volontairement ici parce que dans le monde de l'entreprise, c'est à peu près la même chose que dans l'armée. Il faut des codes, il faut des règles. Il faut des directives et on doit obéir à des process, à des organisations, etc. Mais il ne faut jamais oublier que le rêve, la créativité, le possible doit d'abord être avant la critique et l'organisation. Et c'est ça l'engagement, c'est toujours se rappeler pourquoi on s'engage, pourquoi on fait les choses. C'est de se dire qu'on a partout à sa place, et c'est pour ça que votre génération a ce côté un peu magique et miraculeux, c'est que vous avez entre les mains des possibles que nous n'avions pas à notre génération. Vous pouvez tout faire derrière un ordinateur, vous pouvez tout inventer, vous pouvez par des messages, par des films, par des paroles, par des collectifs que vous créez, vous pouvez inventer un monde possible. Et on voit bien que votre génération porte notamment, c'est elle la première qui a porté l'importance de l'enjeu écologique, l'enjeu social aussi, la force de la générosité et du partage. C'est d'ailleurs pour ça que avec mon associé Gonzague, on a créé Raise. C'était l'ambition folle de démontrer que la finance pouvait être généreuse, qu'on pouvait donner 50% de son gagné et réussir quand même. C'est cet engagement-là, c'est l'engagement d'avoir une certaine forme de folie et de ne pas emprunter les mêmes chemins que tout le monde. Et si j'ai cette chance avec vous, les 9 enfants, de voir que vous avez pris des chemins totalement différents, des chemins que ni ton père ni moi on pouvait envisager. Et ça, finalement, c'est finalement ma plus grande récompense, c'est de voir qu'en fait, vous nous surprenez complètement. Alors j'avais une dernière question qui est assez liée à ça. Je voulais te demander pourquoi on s'engage et pourquoi tu t'engages. On est dans un temps là où on parle de la constance, on parle de l'engagement sur le temps long, on parle de transmission. Est-ce que tu t'engages pour les générations futures? Est-ce que tu t'engages pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants? Est-ce que tu t'engages aussi, on a parlé de la place des femmes dans la société, pour tes pères? Qu'est-ce qui motive ton engagement et qu'est-ce qui le fait durer? Alors, je ne vais pas être longue parce que je sais que le temps est compté et qu'on a pris du retard, mais il y a 2 messages que je voudrais faire passer. D'abord, le premier moteur de l'engagement, c'est le désir. Il ne faut jamais oublier ça, ce n'est pas le devoir. C'est le désir, c'est l'envie, c'est l'impulsion, c'est respecter le désir, ça me semble être essentiel. Toujours le mettre au cœur de son action. Le deuxième message qui me semble très important, parce qu'on a beaucoup parlé du collectif, et le collectif est essentiel, c'est l'épanouissement de chacun. C'est qu'au fond, notre responsabilité en tant que chef, en tant que parent, c'est de faire que ceux que nous dirigeons ou que nous élevons aient la capacité d'être pleinement eux-mêmes. Et il ne s'agit pas de les formater, il s'agit de leur donner l'eau, le soleil, la pluie, mais la plante, elle est unique. Et la plante, elle va donner des fleurs qu'on n'imagine pas. Et c'est ce respect
de la personne et de son accomplissement personnel. En tout cas, moi, mon engagement, c'est celui-là. C'est vraiment d'aider aux personnes que j'ai sous ma responsabilité, qu'elles puissent s'épanouir et qu'elles puissent grandir et qu'elles puissent être pleinement elles-mêmes. Il y a tellement de gens qui sont des demi-eux, qui sont des quarts d'eux, qui sont sous le regard de l'autre, qui ont tellement peur du jugement de l'autre, de libérer le potentiel de chacun. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui est très important dans l'armée, mais qui n'a pas été dit aujourd'hui, donc je voudrais le dire. Et le dernier point que je voudrais soulever, parce que pour moi, il est une forme de responsabilité majeure, c'est que j'ai eu la chance de rompre le plafond de verre à un moment dans ma vie, de devenir dirigeante d'entreprise, d'avoir une voix qui s'exprime. Et la place des femmes aujourd'hui dans le monde est tellement catastrophique. On a parlé de l'Afghanistan, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de l'Ukraine. Et comment ? De l'Ukraine aussi. De l'Ukraine aussi, que je ne peux que me sentir extrêmement responsable du fait d'être la voix de celles des femmes qui ne peuvent pas avoir cette voix. Non pas pour revendiquer quelque chose, non pas pour simplement souligner une injustice, mais tout simplement parce que le monde irait tellement mieux si le pouvoir était partagé. Et dans l'entreprise qu'on a créée, on est à parité totale. Dans la finance, c'était pire que dans l'armée. Dans la finance, sur 100 personnes, il y avait 98% d'hommes. Donc mon message, c'est que la parité, on l'a faite. On est à parité totale. Et on réussit sans doute mieux que les autres. Donc, en conclusion, c'est un peu ce défi que j'ai envie de vous passer, c'est de croire que la parité, c'est un peu comme dans la vie. La diversité, c'est ce qui fait la richesse. Et quand on a un combat aussi important et aussi essentiel, qui est celui de protéger les autres, d'assurer la paix, d'assurer la sécurité, vive les femmes.